Bien le bonjour à tous. Dans cette série de vidéos consacrée à la conscience, nous avons distingué deux types de conscience. La conscience d'accès, qui correspond à la partie accessible du flux de conscience, et la conscience phénoménale, qui correspond au ressenti subjectif, comme dirait Nagel, à l'effet que ça fait. Les ressentis subjectifs étant appelés par les philosophes les qualia. Nous avons dit que la conscience d'accès est au moins en principe étudiable scientifiquement, mais que la conscience phénoménale échappe à la science actuelle, ce qui en fait un objet déroutant. Si on accepte que la conscience phénoménale n'est pas nécessairement un objet dépassant l'entendement humain, alors notre conscience phénoménale peut soit émaner d'une certaine fonction, exécutée par notre cerveau, ce qui correspond au fonctionnalisme, soit préexister de manière fondamentale au niveau des particules élémentaires par exemple, et se combiner au sein de la matière pour former nos consciences, ce qui correspond à un panpsychisme, et une troisième possibilité est que la conscience phénoménale serait une illusion, mais qu'elle n'existerait pas. Cette dernière thèse correspond à l'illusionnisme. Dans cette vidéo, nous allons traiter du panpsychisme qui dit que tout a une conscience. Ce mot est composé du préfixe pan, provenant du grec pour dire tout, et psychisme pour parler de la conscience. Donc le mot veut littéralement dire que tout est conscient, donc il faut se demander s'il y a un sens à avoir un effet que ça fait d'être une particule, un grain de riz ou encore une planète. Pour comprendre comment des consciences élémentaires peuvent créer une macro-conscience par assemblage, nous pouvons comparer à la charge électrique. Si je prends un bateau d'ambre que je frotte à un pull en laine, alors en approchant ce bâton d'un filet d'eau qui tombe du robinet, dans ce cas, je pourrais dévier l'eau. La raison est la force électrique. Le bâton a été chargé électriquement et les molécules d'eau, par leur forme, ont une asymétrie entre les barycentres de charge électrique, ce qui fait que même si l'eau est une molécule électriquement neutre, elle est déviée par des charges électriques. Donc, il y a microscopiquement des charges électriques, et ces charges électriques ont des effets macroscopiques sur le mouvement des objets. La question est comment les charges électriques sont traitées au sein de la physique. Est-ce que l'on dit que les particules électriques n'ont pas de charge, mais que la charge émerge de manière macroscopique par une certaine fonction? Ou est-ce que l'on dit qu'il y a une illusion de charge électrique, mais qu'en fait la charge électrique n'existe pas? Ou est-ce que l'on dit que les particules élémentaires ont une charge électrique, et que c'est l'assemblage des particules qui donne la charge totale? Comme vous le savez déjà, je présume, les particules élémentaires ont une charge électrique, et ce sont ces charges électriques qui impliquent la charge électrique totale. Certains panpsychistes défendent l'idée que de la même manière pour la conscience phénoménale, les objets microscopiques auraient une conscience phénoménologique et leur assemblage créerait nos consciences à nous. Cette vision est intéressante, mais le gros problème du panpsychisme est que tant que nous ne détaillons pas le processus permettant de parler d'une conscience d'un objet composite à partir des consciences élémentaires, cette thèse ne dit rien. Pour la charge électrique, on ne se contente pas de dire que la charge des éléments composites provient de la charge des éléments élémentaires, mais on ajoute la règle d'addition de la charge. La charge totale sera la somme des charges élémentaires. Par exemple, si j'ai 3 protons de charge plus 1, 4 neutrons de charge 0 et 2 électrons de charge moins 1, alors le tout formera un objet de charge 3 fois 1 plus 4 fois 0 plus 2 fois moins 1 qui est égal à 1. Le tout aura une charge de plus 1. Pour les personnes ayant fait de la chimie, vous aurez sûrement reconnu l'ion lithium. Toutefois, il est possible d'être panpsychiste sans devoir expliciter la méthode permettant de combiner les consciences en défendant une autre vision du panpsychisme qui dit que tout est conscient, mais sans penser qu'il existe une combinaison de conscience. Cette vision est beaucoup plus exotique par rapport à la science actuelle, ce qui fait que personnellement je la trouve moins pertinente, car avant de rejeter le physicalisme, il me semble qu'il faut un bon niveau de preuve. Bien que pour certains, au contraire, le fait d'avoir une philosophie de l'esprit non physicaliste est un point positif, car il est difficile de concilier rigoureusement le physicalisme et la conscience phénoménale. L'argument principal en faveur du panpsychisme consiste à dire que nous n'avons aucune idée de ce qui peut créer la conscience phénoménale, et que subjectivement nous n'avons pas de doute sur le fait d'avoir une conscience phénoménale. Alors le plus simple, le plus parcimonieux, est de dire que toute entité physique aurait une conscience phénoménale. Le problème avec le concept de simplicité est qu'il est en partie subjectif. Pour certains, postuler que tout est conscient est plus simple, car il n'y a pas à expliquer l'apparition de la conscience, mais pour d'autres, c'est plus compliqué, car il postule l'existence physique de beaucoup plus d'entités. Pour comprendre la distinction, parlons algorithmique. Il y a deux notions de simplicité pour comparer deux algorithmes. La première consiste à avoir un petit nombre de caractères pour écrire le code, et la deuxième consiste à avoir un espace mémoire réduit. Prenons un exemple. On peut se demander si résoudre le jeu de Go est simple. Dans le premier sens, oui, car il existe des algorithmes avec peu de caractères, comme l'algorithme du min-et-max, qui résolvent parfaitement le jeu. Mais le problème est que le nombre de calculs à effectuer est énorme, ce qui demande un grand temps de calcul et beaucoup de mémoire. Donc en reprenant cette dichotomie de la simplicité par rapport au nombre de caractères pour décrire la théorie et simplicité par rapport au nombre d'entités postulées par la théorie, on voit que suivant la première acceptation, le panpsychisme est une théorie extrêmement simple, voire même la théorie de l'esprit la plus simple, mais avec la deuxième définition de simplicité, c'est la théorie la plus compliquée. Et donc il n'est pas si facile d'affirmer que cette théorie est la plus simple dans l'absolu. Une chose importante sur le panpsychisme est qu'il ne faut pas faire un homme de paille.
Tout est conscient ne veut pas dire que tout est doué de réflexion. Même en acceptant qu'une pierre est consciente, cela n'implique pas qu'une pierre peut réfléchir. Elle n'aurait pas de conscience d'accès, mais aurait juste un ressenti subjectif. Il y aurait un effet que ça fait d'être une pierre. Cette idée est extrêmement déroutante, bien évidemment, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, toute philosophie de l'esprit a des hypothèses ou des conclusions déroutantes. Et donc, pour rejeter une philosophie de l'esprit, il ne suffit pas de lui trouver une propriété qui nous semble folle, mais il faut comparer aux autres philosophies de l'esprit pour savoir si elles semblent plus folles ou moins folles que les autres, et ce pour éviter de tomber dans le sophisme de la solution parfaite. Un problème avec le panpsychisme disant que tout est conscient correspond à se demander qu'est-ce que ce tout en question. En général, lorsque l'on parle des objets conscients, on parle d'un grain de sable, d'un électron, d'un chat, d'une planète, d'une main, mais ces catégorisations ne sont pas absolues. Par commodité, nous avons des mots pour parler de ce qui fait sens pour nous, et lorsque l'on parle du panpsychisme, nous utilisons ce genre de mots. Cependant, je peux par exemple concevoir une entité qui est composée de mon nez, la touche de clavier S de mon ordinateur et ma bague. Est-ce que cet objet est conscient? Autrement dit, est-ce que toute combinaison de particules est consciente, peu importe la relation entre les constituants ou leur distance? Ou est-ce que seuls les objets que l'on conçoit comme ayant une entité sont conscients? Il est possible de répondre oui à la première question, mais le problème est que dans nos expériences conscientes, il y a une synthèse qui est effectuée pour harmoniser notre vie subjective. Or, il y a de bonnes raisons de penser que cette synthèse est un processus issu de notre cerveau. Bien évidemment, cela n'invalide pas le panpsychisme, mais rend moins crédible l'existence d'une conscience subjective pour un objet dont les constituants n'ont pas de relation. Et qui plus est, si la conscience est capable de transmettre de l'information, alors cette vision est réfutée par la relativité restreinte. Mais s'il n'y a aucun lien informationnel entre les différentes parties d'un tout conscient, est-ce qu'il y a un sens à parler d'une conscience unifiée? Donc il semble difficile à accepter que tout, vraiment tout est conscient. Un assemblage arbitraire semble difficilement conscient. Mais répondre oui à la deuxième question est un aveu d'échec pour le panpsychisme, car pour éviter de faire la distinction entre ce qui est conscient phénoménalement et ce qui ne l'est pas, les panpsychistes disent que tout est conscient. Mais si on accepte que certaines entités logiquement concevables mais n'ayant aucune relation physique entre les constituants ne forment pas une unité consciente, alors le panpsychisme ne résout pas réellement la distinction conscient-non conscient. Toutefois, avec la vision du panpsychisme comme combinaison, il est possible que certaines règles de combinaison résolvent ce genre de problème, en expliquant comment il se fait que certaines entités ne soient pas conscientes, de la même manière que pour les charges électriques, on arrive à comprendre que certains objets sont électriquement neutres, ce qui fait qu'ils n'ont pas de charge électrique. Mais avec cette solution pour le panpsychisme, on en revient au problème qu'il faudra encore spécifier le mécanisme en question. Pour conclure, nous avons vu qu'il y a deux panpsychismes, l'un qui dit que tout est conscient, l'autre que les éléments fondamentaux de la physique sont conscients et que leurs combinaisons forment des macro-consciences telles que les nôtres. Nous avons vu que le problème avec la première vision est que le tout en question semble trop large. Il existe des entités conceptuellement concevables dont nous avons des raisons physiques à ne pas considérer qu'ils sont conscients. Donc si ce panpsychisme est correct, il reste à déterminer ce qui forme ce tout, ce qui est un problème important. Et nous avons vu que même si nous acceptons la deuxième vision, il reste important de spécifier la manière dont les consciences fondamentales s'agencent pour former nos consciences. Dans cette vidéo, nous avons vu une théorie pour traiter de la conscience phénoménale, qui est le panpsychisme, mais ce n'est pas la seule. Nous avons vu dans la dernière vidéo le fonctionnalisme, et nous verrons dans la prochaine l'illusionnisme. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations, au revoir!